côté manuscrit. Et puis, on s'est amusé aussi. Il l'avait présenté comme un vaisseau, comme un paquebot, c'est-à-dire ce qui a été fait. Finalement, on y est. Et je me souviens quand j'ai présenté il craignait qu'en ouvrant les portes... Moi, j'en garde des bons souvenirs. On s'était fait des connexions. L'essentiel, c'était les petits conseils. Les petits conseils réunissaient... Les thématiciens, c'est leur métier de sortir des idées nouvelles. Par exemple, la Vetus Latina du reste des Alpes. Qu'est-ce que tu fais là, petit mangeant? Et le tir de là. Un grand lien avec la recherche et avec les chercheurs notamment. J'ai suivi en première année son cours en orthographe de paléographie latine. Je n'ai pas pensé que je pense qu'il m'avait repéré. Mais je me suis Jean-François Lassalimoni, historien et maître des conférences au département d'histoire de l'ENS. Et donc, vous êtes rentré à l'école avec la promotion lettres et sciences humaines en 87. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'ambiance de l'époque à l'ENS, l'atmosphère, les caïmans marquants, les lieux de sociabilité, les enseignements, voilà. Alors l'atmosphère, tout d'abord, c'était pour moi quelque chose de très intimidant parce que j'arrivais de province. J'avais mis les pieds à Paris pour la première fois de ma vie pour venir passer les oraux du concours. J'étais le seul de ma cagne à entrer à l'école, donc je découvrais, j'étais évidemment un peu intimidé. Et je me suis bien intégré. Ça a pris un mois en somme, un mois où je me suis senti un peu seul, et puis après, l'intégration a fonctionné, et elle a fonctionné grâce à l'internat. On parlait de lieu de sociabilité. Le lieu de sociabilité essentiel, c'était l'internat. C'est par l'internat, par mes voisins d'internat, que j'ai noué des amitiés et que je me suis intégré à Normal Sup. D'autant que, étant timide, étant provincial, ayant du mal à me détacher de ma famille, je rentrais tous les week-ends chez moi en province. Donc ça ne facilitait pas l'intégration par les activités communes du week-end. Donc c'est vraiment par l'internat, le pot, les cours dans la mesure où on suivait tous à peu près les mêmes cours, au moins en première année, des cours d'initiation. Je reviendrai sur les caïmans tout à l'heure. Donc la sensation que j'ai eue sur le moment, c'était d'avoir une chance folle d'être dans cette école qui me payait pour faire ce que j'aimais et pour poursuivre mes études. Et puis, avec le recul, il me semble que j'ai vécu un moment qui était une sorte de retour de la foi. C'est-à-dire qu'après mai 68, l'ENS, d'après ce que j'en ai entendu dire, a traversé une sorte de passage à vide dans la foulée de cette atmosphère gauchiste qui considérait que finalement l'ENS était un moyen de pénétrer le système, l'État, de le noyauter de l'intérieur, et c'était une période où certains normaliens, pas tous évidemment, avaient l'impression de profiter du système sans vouloir le servir en retour. Et je sais que Pierre Petit-Mangin avait évoqué la décennie 70 en disant que c'était la décennie tristounette, où l'école avait en quelque sorte une crise de vocation, mais qui finalement est un peu propre à toutes les institutions de cette époque. Une époque où Normal Sup devenait, pour un certain nombre, ça aussi c'est une expression que j'ai entendue, que je n'ai pas inventée moi-même, devenait Normal Soup. C'est-à-dire qu'on se servait du traitement, de l'internat, du pot pour vivre, et puis après on ne se sentait pas engagé envers l'État ni envers la nation, on profitait un petit peu du système. Et alors cette idéologie-là, moi je ne l'ai pas connue. Quand je suis entré à l'école, on arrivait déjà sur la fin des années 80, c'était l'époque de François Mitterrand, et le gauchisme à l'ENS avait à peu près totalement régressé. Je me souviens qu'à l'époque, on disait à l'ENS, il y a une grande majorité de socialistes, c'était le socialisme consensuel, un peu mou à la Mitterrand, qui embrassait large.
quelques communistes et puis des baristes qui se cachaient parce qu'ils avaient honte. C'est ce qu'on disait à l'époque en souriant. Le fait est que l'ENS que j'ai connu à la fin des années 80, au début des années 90, était très peu politisé. Donc on était revenu aux études et on avait l'impression d'une certaine restauration des traditions. Notamment, ça s'est concrétisé en 1990 par la restauration de la tradition du bal de l'école normale supérieure qui avait disparu depuis les années 60 ou le début des années 70, qui est devenu après la nuit de la rue d'Ulm et qui a disparu de nouveau. D'ailleurs, j'ai l'impression, on n'en entend plus parler. Cette année, je ne crois pas qu'il y en ait eu un. Et puis aussi en 1990 toujours, on a relevé la tradition de la photo de promotion, qui est quand même quelque chose d'important. Et j'avais été très déçu en entrant à l'école en 1987 qu'on ne nous réunisse pas pour faire la traditionnelle photo de groupe, comme la fameuse photo avec Jaurès de 1879 qu'on avait tous vue. Et puis ça a été fait 3 ans après. Et donc à ce moment-là, on a fait venir, c'était au printemps, on a fait venir dans le bassin aux Ernest toutes les promotions qui étaient encore présentes à l'école, dont la mienne, pour faire cette photo à un retardement, mais enfin qui au moins a le mérite d'exister. Et justement, c'était le moment où, début 1990, le directeur de l'école, Georges Poitou, était décédé brutalement, soudainement. Et c'est Josiane Serre donc, qui présidait sur la photo, l'administratrice provisoire de l'école. Et Pierre Petit-Mangin était là, et moi j'espérais bien qu'il serait sur la photo. Mais avec sa modestie habituelle, il se faisait prier. Alors je me souviens être allé lui dire « Moi j'aimerais bien que vous soyez sur la photo ». Et il a posé. Alors je ne sais pas si c'est grâce à moi ou tout simplement parce que Madame Serre lui a dit « Monsieur Petit-Mangin, venez poser à côté de moi ». Mais enfin au moins il est sur la photo et j'en suis très heureux. Mais c'est aussi une époque, je me souviens, où par exemple au Cambodge, la guerre avait pris fin, l'expérience Khmer Rouge avait été terminée, elle avait été suivie de l'occupation vietnamienne et la mise en place d'un régime à la solde de Hanoï. Et en 1993, tout ça s'était achevé. Norodom Sihanouk était redevenu 50 ans après roi du Cambodge. Le Cambodge regardait de nouveau vers l'Occident et vers la France. Et on se remettait à fouiller Angkor, le fameux temple d'Angkor Wat, et l'école française d'Extrême-Orient était aux premières loges. Et je me souviens qu'à cette époque-là, on avait dit aux Normaliens, vous aussi, participez, vous avez votre place si vous souhaitez retourner étudier Angkor Wat. Et donc on avait l'impression qu'il y avait un certain renouveau du rayonnement culturel de la France à l'extérieur et que l'ENS et que nous, les jeunes promotions de l'ENS, nous avions un rôle à jouer là-dedans. Donc c'était une période dans mon souvenir, mais je m'en suis surtout rendu compte après coup, où l'ENS renouait avec elle-même. Alors après, on peut parler des lieux de sociabilité, je l'ai déjà dit, en premier lieu l'internat, le pot, les salles de cours. Je ne dirais pas la bibliothèque, et pourtant la bibliothèque c'est le cœur de l'école, c'est le lieu le plus important pour les littéraires, seulement à la bibliothèque il ne faut pas faire de bruit. Donc ce n'était pas le bon endroit pour discuter. Si on discutait, c'était en chuchotant. Je me souviens qu'un jour, j'étais en train de travailler à la bibliothèque et un camarade a jeté un papier sous mes yeux où il y avait écrit « Bonjour ». Parce qu'il ne voulait pas faire de bruit. Et alors j'avais retourné le papier et je lui avais mis « Je ne sais pas lire ». Ça se passait dans la salle historique, donc? Ça se passait, je pense, plutôt dans les salles des rayons d'histoire, donc les salles 4, 5. La salle historique, on n'y restait pas tellement, nous autres historiens, parce que ça n'était pas nos rayons. On fréquentait beaucoup les salles 4 et 5, c'était avant l'ouverture de la salle 6, je ne parle même pas d'Unir. Quant au caïman marquant, pour moi, il y a un nom qui s'impose, comme je pense pour tous les historiens de ma génération, c'est Françoise Autran, qui était caïman d'histoire médiévale, qui était la directrice de la section d'histoire, c'était avant les départements, et qui était mon tuteur. Et
c'était quelqu'un qui avait une infinie gentillesse. Elle souriait tout le temps. Je me souviens la première fois que je suis allé la voir, juste après ma rentrée à l'ENS en 87, je ne la connaissais pas. J'ai demandé où était son bureau à la concierge, à l'accueil. C'était à Jourdan, puisqu'elle avait encore son bureau à Jourdan. C'était juste après la fusion entre l'ENS de garçons et l'ENS de jeunes filles, dont elle-même était issue. Et la concierge m'avait expliqué où était son bureau 178. Elle m'avait dit, vous la reconnaîtrez facilement, elle sourit tout le temps. Et c'est vrai, pendant les 6 années que j'ai passées à l'école, 5 si je retire mon service militaire, je l'ai toujours vu sourire. Et c'était quelqu'un qui savait nous diriger d'une pointe de fer, mais d'une manière rassurante, d'une manière douce, et d'autant plus efficace à mon avis. Du reste, ça n'est pas d'elle qu'on parle aujourd'hui, mais nous la surnommions tous Mamie. C'était notre grand-mère à tous, et sous sa férule, on se sentait en sécurité, bien guidé. On savait qu'on n'allait pas faire de faux pas, qu'on n'allait pas se fourvoyer, qu'elle était là, et du reste, parmi ses tutorés, il y avait des médiévistes comme moi, ce qui était normal, mais aussi des contemporanéistes, des gens de toute période. Elle attirait naturellement les historiens à elle. Et c'est par elle que j'ai connu mon directeur de maîtrise, qui est devenu mon directeur de thèse ensuite, Philippe Contamine. Donc c'est vraiment pour moi le caïman le plus marquant. Si je vais citer un maître à l'ENS, c'est Françoise Autran. Et la fusion, l'intégration des filles? Alors moi je suis arrivé en 1987, la fusion était réalisée, mais depuis très peu de temps. Il y avait déjà le mélange des internats, la mixité des internats, d'Ulm et Jourdan, du Montrouge. Mais quand moi je suis arrivé, j'ai connu la toute dernière étape très prosaïque de la fusion, c'est-à-dire qu'en septembre 87, il fallait encore des tickets de pot distincts pour le pot d'Ulm et pour le pot de Jourdan. C'est seulement à la rentrée de janvier 88 que les tickets ont été unifiés. Moi, c'est la dernière trace que j'ai vue de l'ancienne distinction entre les deux ENS. Je me souviens qu'à l'automne 87, il y avait eu un article, une tribune publiée par le directeur, Georges Poitou, dans Le Monde, dans laquelle il faisait le bilan de la fusion en la défendant. Et il avait cette formule un peu controuvée, la fusion ne s'est pas traduite, comme on pouvait le craindre, par l'écrasement de tel ou tel sexe. On ne cite personne. Bon, en réalité, c'était faux. La fusion, en lettres, a été bénéfique parce que ce sont les places autrefois réservées aux garçons dans le concours Ulm, dont une partie a pu être conquise par les filles. Donc ça a permis à plus de filles littéraires d'entrer à l'ENS. En sciences, en revanche, ça a été le contraire. Le concours Jourdan réservait des places scientifiques aux filles. Elles les ont perdues au profit des garçons. Donc la fusion a permis à plus de filles mais moins de garçons d'entrer à l'école en lettres et à plus de garçons mais moins de filles d'entrer à l'école en sciences. Donc le bilan de ce point de vue est mitigé. Un autre point positif, c'est que la fusion a permis aux filles d'accéder au cœur du quartier latin, c'est-à-dire à l'internat d'Ulm, de ne plus être loin du centre de Paris, loin de la Sorbonne, loin de beaucoup d'universités. Seulement, en sciences, comme il y a moins de filles qui sont entrées à l'école, du coup, il y a moins de filles scientifiques qui ont profité de cet avantage-là. Donc, Georges Poitou avait dû un peu recourir à des contorsions rhétoriques pour défendre de ce point de vue le bilan de la fusion. Reste que de toute façon elle était inéluctable, c'était dans l'air du temps, des établissements séparés pour les filles et pour les garçons. Dans les années 80, ça n'était plus possible et c'était dans le sens de l'histoire que de réaliser cette fusion. Seulement, elle ne s'est pas faite sans dommage pour l'un ou l'autre sexe. Et pour les filles en particulier, alors qu'on disait que la fusion profiterait aux filles, je pense que c'est très vrai en lettres, mais que ça a été faux en sciences. Et je pense que
J'ai pas regardé les statistiques, mais je pense qu'aujourd'hui encore, d'autant que le nombre de places au concours n'a pas évolué entre 1987 et 2018. Je parle des concours ouvrant à des places d'élèves fonctionnaires. Je pense qu'aujourd'hui encore, il y a moins de filles qui entrent à l'ENS chaque année comme élèves fonctionnaires qu'avant la fusion. Tout à fait. Et pour l'école scientifique, vous avez parfaitement raison, ça fait l'objet d'une réflexion. Comment attirer plus de jeunes femmes à l'école scientifique? Oui, je sais que la direction actuelle est très, très sensible à ce problème. Tout à fait. L'ambiance dans l'internat, c'était comment? Alors, il n'y avait plus l'internat... la camaraderie des garçons, il y avait quelque chose d'autre. Oui, mais moi je n'avais jamais connu ça, puisque déjà dans ma cagne, l'internat était mixte. Donc pour moi c'était tout naturel, c'est le contraire qui m'aurait surpris et peut-être un peu refroidi de me retrouver uniquement avec des camarades garçons. Quoique je me rends compte aussi, je ne saurais pas l'expliquer, et je ne pense pas que ce soit vrai d'une manière générale, mais dans mon cas en tout cas, autant j'avais des amis filles et garçons en cagne, autant à l'ENS, j'ai eu des amis essentiellement garçons et très peu de filles. Et du coup, mon entourage amical s'est masculinisé après mon entrée à l'école. Alors même que j'étais dans une discipline où il y avait plus de filles que de garçons. Ça s'est passé ainsi. En tout cas, l'atmosphère à l'internat était bonne et elle favorisait vraiment ce fait de se côtoyer au quotidien. Ça favorisait vraiment la camaraderie, les échanges, la constitution d'amitié durable. Simplement, au début, il y avait déjà à l'époque des travaux de rénovation à l'internat, et moi j'étais dans un couloir qui était à moitié rénové. C'était le râteau, donc il y avait le râteau rénové, le râteau pas rénové. Moi j'habitais côté pas rénové, donc c'était un peu comme la RDA et la RFA, mais sans mur, heureusement, puisque les toilettes étaient au fond du râteau rénové. Donc ça aurait pu être un internat à deux vitesses selon le cadre dans lequel on vivait, mais en réalité non. Non, c'était plutôt un sujet de plaisanterie entre nous qu'une réelle discrimination, d'autant que c'était le hasard qui faisait qu'on était arrivé dans une turne plutôt qu'une autre. Il y avait le couloir jaune à l'époque et le couloir orange. Il y avait les couloirs en couleur. Ça, honnêtement, oui, il me semble, oui. Mais moi j'étais dans un couloir qui n'avait pas de couleur, peut-être du fait de cette rénovation en cours, on disait simplement le râteau, le deuxième râteau. Et la bibliothèque alors? Alors la bibliothèque, je dois vous faire un aveu que peut-être je ne l'aurais pas fait l'an dernier, mais là ça y est, les 30 ans de prescription sont passés, donc je dois vous avouer que je n'ai pas participé à la fameuse visite de la bibliothèque aux conscrits. Je vous vois écarquiller des yeux scandalisés. Je ne me souviens plus pourquoi. Je soupçonne que ça devait être un samedi matin et que moi qui venais tout juste d'être déraciné de ma province et de ma famille, c'était trop pour moi de rester tout le week-end et j'avais dû repartir le vendredi soir en province. J'ai raté cette fameuse visite. Donc j'ai commencé, comme il ne faut surtout pas commencer, sans être outillé du bagage nécessaire pour savoir évoluer et exploiter la bibliothèque. Et du coup, j'ai passé quelques mois sans y mettre les pieds, par culpabilité, par intimidation aussi, parce que cette bibliothèque c'était pour moi quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'est après les vacances de Noël, donc début 88, que j'ai commencé à fréquenter la bibliothèque et puis à m'initier à ce système de cotation unique. Mais même si ça avait été un système de cotation courant, moi arrivant de ma cagne, il aurait fallu que je m'y initie de toute façon, je n'y connaissais rien. Donc j'ai appris un peu sur le tas, j'imagine que j'ai demandé à des amis qui m'ont expliqué, j'avoue que je ne m'en souviens plus. Mais je n'y ai pas mis tout de suite les pieds. Et j'étais très intimidé parce qu'elle me paraissait absolument immense. Toutes ces salles, tous ces rayonnages sur 2 niveaux, c'était quelque chose d'absolument fabuleux et dans un premier temps d'intimidant, parce que c'était un labyrinthe où on se perdait. Je me souviens d'avoir écrit une lettre en première année à mes camarades qui cubaient en Cagne à Bordeaux et de leur parler de la bibliothèque en leur disant que de temps en temps je tombais sur un squelette, quelqu'un qui s'était perdu dans les rayons. Mais en même temps, c'était vraiment jubilatoire, tous ces livres partout que porte le regard.
Et quand j'étais en Cagne, j'avais lu Borges, Jorge Luis Borges, qui était mort depuis peu de temps d'ailleurs à cette époque. Et dans ses nouvelles, il y a un fantasme qui revient, qui est celui de la bibliothèque infinie, de la bibliothèque totale, ou du livre infini, le livre de sable. Et quand je suis arrivé dans la bibliothèque d'Ulm, et que j'ai vu ces centaines de milliers de volumes autour de moi, je me suis dit, voilà, c'est ici. Donc l'impression de l'extraordinaire, ça tenait cette... Oui, l'émerveillement. Et du reste, j'ai continué, j'ai fini de lire les nouvelles de Borges en première année, en les empruntant à la bibliothèque. Et l'équipe? Alors, l'équipe, pour moi, elle se résume à 3 noms, plus une autre personne que je revois très bien, une femme d'un certain âge, mince, brune, avec des grosses lunettes, qui est peut-être Francine Kretzoy, dont vous parliez dans... Voilà, alors je suis content d'apprendre enfin son nom. Mais les personnalités les plus marquantes, évidemment, c'était Pierre Petit-Mangin qui était présent, qu'on voyait. Et puis le couple Boulez, Monsieur et Madame Boulez. Alors Monsieur Boulez, c'était un homme impressionnant, réservé, barbu, ce qui crée toujours en soi une distance. De nos jours, la barbe est devenue plus courante, on y fait moins attention. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui était devenu assez rare. Et c'était quelqu'un d'impressionnant. Par la suite, j'ai découvert, étant caïman, en renouant avec lui des relations différentes, plus professionnelles, que c'était un homme d'un savoir et d'une compétence bibliographique absolument extraordinaire. Là, je mêle un peu mes souvenirs d'élèves et de caïmans, mais enfin, ce sont 2 facettes successives d'un même usager de la bibliothèque. Et je me souviens notamment de m'être interrogé parce que je voyais un éditeur allemand qui s'appelait Beulau, et tantôt il était localisé en RDA et tantôt en RFA. Et c'est monsieur Boulez, qui savait tout sur ces choses-là, qui m'avait expliqué qu'après la guerre, Beulau avait éclaté en 2. Et il y avait une maison d'édition qui s'était réfugiée, j'imagine, en Allemagne de l'Ouest, et puis l'autre qui était restée dans le siège originel en Allemagne de l'Est. Et donc il y avait eu, pendant des décennies, 2 maisons Beulau qui publiaient et dont la bibliothèque avait les ouvrages. Voilà, c'était une question pointue. Eh bien, Monsieur Boulez avait la réponse. Mais ce Monsieur Boulez-là, je l'ai découvert plus tard. Quand on était élève, la personne la plus accessible dans le couple Boulez, c'était Madame Boulez, Marie-Claire Boulez. Et c'était quelqu'un à qui on avait immédiatement affaire, parce qu'on entrait à l'époque dans la bibliothèque par la salle historique, et c'est souvent à elle qui nous accueillait derrière le bureau, à côté du registre qu'on devait signer, et d'une fleur ou d'un bouquet de fleurs, dont j'ai su par la suite que c'était elle qui le fournissait tous les jours pour agrémenter cette pièce d'accueil des lecteurs. Et Madame Boulez aussi, à sa manière, était quelqu'un d'intimidant. Elle parlait d'une voix forte et assurée, mais ce que tout le monde a retenu de Madame Boulez, c'est son rire. Ce rire qu'on entendait de loin. Le rire de Madame Boulez faisait vraiment partie du paysage sonore de la bibliothèque. C'était un peu le génie familier qui hantait les lieux et qui le protégeait, le génie tutélaire. Et je me souviens aussi, à propos de Monsieur Boulez, que ce qui a contribué à le rendre intimidant et impressionnant, c'est qu'on se chuchotait entre nous, c'est le frère de Pierre Boulez, le fameux compositeur. Alors, ça créait une aura supplémentaire à celle qu'il dégageait déjà de lui-même. Et je me souviens d'ailleurs un jour d'être tombé dans la bibliothèque sur un marteau que quelqu'un avait oublié là. Il avait dû y avoir des travaux et puis il traînait. Et en le voyant, je me suis dit, ben voilà, c'est le marteau 100 mètres. Et le directeur? Alors le directeur de la bibliothèque. De la bibliothèque. Pierre Petit-Mangin, on le voyait passer. Il était là et il s'intéressait à nous
Alors il est vrai que moi, j'ai suivi en première année son cours, on en reparlera, de paléographie latine, et par conséquent, je pense qu'il m'avait repéré. Mais je me souviens qu'à plusieurs reprises, il a fait preuve de sa bienveillance, en particulier quand je préparais mon mémoire de maîtrise. J'étais tout le temps fourré à la bibliothèque. Par parenthèse, nous avions bien de la chance à l'époque, quand je vois les maquettes des masters d'aujourd'hui et le nombre de cours que les mastériens doivent valider, quand trouvent-ils le temps de faire leur mémoire de recherche? Moi, j'avais 2 cours en tout et pour tout à suivre à la Sorbonne, et tout le reste du temps, je pouvais vaquer à mon travail de recherche. Et j'étais fourré à la bibliothèque toute la journée. Et donc, Pierre Petit-Mangin, en allant et venant, voyait qui était là, qui faisait quoi. Et il m'avait bien repéré. Et un jour, il était venu me voir pour me signaler qu'il existait, en réserve, mais accessible à la demande, des dépouillements manuscrits de la main de Lucien R, de la revue Romania. Et il me disait, si vous voulez, vous pouvez les consulter. Bon, Romania, c'était plutôt de l'histoire de la littérature, donc ça n'était pas directement intéressant pour moi, mais il m'avait signalé l'existence de ce fonds. Il connaissait par cœur l'histoire, les ressources, les trésors insoupçonnés de la bibliothèque. Et puis une autre fois, il me voyait compulser un gros incarto. C'était le journal des États généraux de 1484. Et j'y passais des journées, et il avait fini par me signaler que c'était une publication antérieure à 1850, donc exclue du prêt, mais il m'avait dit, si vous voulez, on peut faire une exception, vous pouvez l'emporter dans votre chambre, comme ça, la bibliothèque fermait plus tôt qu'aujourd'hui, à l'époque, vous pourrez continuer de travailler tranquillement chez vous. Je n'ai jamais osé profiter de ce passe-droit, mais il me l'avait offert. Donc c'était quelqu'un de moins présent, plus discret, plus fugace que M. Boulez et plus encore Mme Boulez, mais très présent et très vigilant, très attentif néanmoins. Dans le milieu des élèves normaliens, vous parliez de ces personnages à la bibliothèque. Comment ils vivaient parmi vous? C'était un peu un mythe, Pierre Petit-Mangin. Pour moi en particulier, il incarnait l'école littéraire et ses traditions. Ce qui le rendait à mes yeux d'autant plus impressionnant, d'autant plus intimidant, alors même que c'était quelqu'un de très doux, très affable, très accessible. C'était vraiment pas sa faute, mais il m'intimidait parce qu'il représentait à mes yeux. Et c'est la raison pour laquelle, plus tard, devenu Caïman, il m'a tout de suite demandé de le tutoyer et de l'appeler Pierre. Mais pour moi, c'était extrêmement difficile. Alors comme je voulais lui faire plaisir, puis j'étais fier d'un tel honneur, je m'y suis astreint. Mais il m'a fallu toute une année. Et pour peu qu'il me prenne par surprise, que je ne le vois pas arriver, ça ressortait. « Bonjour monsieur ». Il m'a fallu 1 an avant de surmonter cette difficulté qu'il y avait à dire « tu » une institution. Alors quand nous étions élèves, évidemment, c'était quelqu'un de très impressionnant et dont nous parlions néanmoins avec la familiarité propre aux élèves, mais d'une manière très respectueuse. Le surnom dont je me souviens, on disait généralement Monsieur Petit-Mangin, mais de temps en temps, entre nous, on l'appelait Pierre le Vénérable. Et c'était ça, voilà, il suscitait pour nous de la vénération. C'était un personnage qui sortait du commun, et puis qui appartenait, mais sans la réaliser qu'avec la distance du temps, à ce particularisme normalien qui faisait qu'à l'époque, et pendant très longtemps, le directeur de la bibliothèque, ça n'était pas un professionnel du corps des conservateurs des bibliothèques, comme ça l'est depuis 2010 à peu près. Maintenant, c'est quelque chose de très récent. L'école avait ici un particularisme, c'était un caïman. C'était un enseignant-chercheur, et il était aussi à l'époque, ça c'est une dignité que
le directeur des bibliothèques a perdu aujourd'hui, et c'est dommage, il était le directeur adjoint de l'École normale supérieure. Ça n'était pas rien. Dans l'organigramme de l'école, il occupait une place très élevée. Mais il ne nous le faisait pas sentir du tout. Il était très proche. Et à propos de l'image de Pierre Petit-Mangin parmi les normaliens, je me souviens aussi de ce témoignage anonyme qu'on pouvait voir dans l'internat du 46. Il y avait un couloir dans cet internat dans lequel était affichée une très grande affiche qui représentait la salle de lecture de la Bibliothèque nationale. L'ancienne, sur le site de Richelieu, le site historique. Cette grande salle historique couverte d'une verrière qui était elle aussi, à sa manière, l'incarnation de la bibliothèque par excellence. Et sur cette affiche, on voyait à travers la verrière, tout en haut, un personnage qui avait été dessiné par une main anonyme, j'ai jamais su qui c'était, qui disait « Coucou les amis », et c'était Pierre Petit-Mangin, identifiable parce que sur l'affiche, toujours en dessous du dessin, une main avait écrit la devise christologique. Alors là, je me reporte à mes notes parce que c'est un peu loin. Petit-Manginus vincit, Petit-Manginus regnat, Petit-Manginus imperat. Comme la devise Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Pierre Petit-Mangin, c'était la divinité, cette fois pas le génie tutélaire comme Madame Boulez, mais vraiment la divinité qui régnait sur le monde de la bibliothèque. Et Pierre Petit-Mangin, à nos yeux, avait lui aussi réalisé le mystère de l'incarnation, puisqu'il était pleinement homme et en même temps pleinement bibliothèque. Il avait cette double nature. Vous avez suivi son séminaire de paléographie. Oui. C'était indispensable puisque je voulais me spécialiser en histoire du Moyen-Âge. Si on veut faire de l'histoire médiévale, il faut lire les sources imprimées, mais ensuite, dans un deuxième temps et le plus tôt possible, sources originales, manuscrites. Or, les hommes du Moyen-Âge avaient leur manière d'écrire, leurs écritures, qui du reste sont beaucoup variées dans l'espace, dans le temps. Qui plus est, ils utilisaient un système d'abréviation. Bref, le déchiffrement des écritures manuscrites médiévales, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. C'est l'objet de la paléographie. Et on avait la chance d'avoir à l'ENS un directeur de la bibliothèque qui était en même temps un grand paléographe et qui a assuré pour des générations de normaliens, longtemps d'ailleurs après avoir pris sa retraite de la bibliothèque, un cours d'initiation à la paléographie médiévale latine qui, avec un titre différent, existe encore aujourd'hui. Et tous les ans, quand on réunit les conscrits à la rentrée, je leur dis il faut aller à ce cours d'initiation à la paléographie médiévale latine. Et nous nous retrouvions donc un petit nombre, on était peut-être une dizaine, sur une grande table, autour d'une grande table, dans une salle qui était au bout de la bibliothèque, dans ce qui est devenu la salle 6, vers la rotonde. C'était avant la rotonde, il y avait une série de petites salles, et on avait rendez-vous, donc on était un peu dans les coulisses de la bibliothèque, sur les terres de Pierre Petit-Mangin, et c'est là qu'il nous réunissait une fois par semaine. Il nous distribuait des photocopies de manuscrits médiévaux en latin, et puis on s'escrimait à tour de rôle à les déchiffrer, une phrase chacun, une ligne chacun, tour à tour, et il nous encourageait, il nous reprenait avec une infinie patience. On pouvait dire des bêtises, rien ne le choquait. Je me souviens d'une fois où il était question de Saint-Malo, et moi j'ai traduit par Saint-Maclou. Parce qu'en latin, ça ressemblait beaucoup, d'ailleurs Saint-Maclou, c'est Saint-Malo en réalité, c'est une forme archaïque de Saint-Malo. C'est à cette occasion que je l'ai appris. Ils ne se moquaient pas de nous, bon, les autres riaient évidemment, mais on attendait leur tour pour en faire autant. Mais lui, jamais rien pour nous décourager, il cherchait toujours à nous faire progresser avec beaucoup de patience et sans s'émouvoir de nos bourdes. Une fois quand même,
je l'ai vu quitter son impassibilité souriante, parce que l'un d'entre nous racontait qu'il était allé en Espagne, où pour ses recherches, dans un monastère, il avait demandé à ce qu'on lui photocopie des pages d'un manuscrit médiéval qui avait été relié en un énorme folio. Et c'était un moine qui devait faire la photocopie, un tout petit moine, qui était aux prises avec cet énorme et très lourd folio et qui, en essayant de le manipuler sur la photocopieuse, l'avait laissé tomber, il avait chu lourdement par terre, avec sa vieille reliure en cuir, plusieurs fois séculaire. Et alors, quand mon camarade avait raconté ça à Pierre Petit-Mongin, il n'avait pas pu s'empêcher de lever les yeux au ciel et d'avoir une grimace de souffrance sur le visage. Il souffrait pour ce pauvre livre, ça c'était plus qu'il n'en pouvait supporter. Mais il avait vraiment fallu une anecdote aussi affreuse pour que Pierre Petit-Mongin perde son flegme habituel. Alors cette salle qui s'appelait, je ne sais pas si vous le savez, la salle Pélagie. Ah, je l'ignorais. Voilà, la salle Pélagie, du fait des travaux que Pierre Petit-Mongin avait entamés sur cette sainte, la sainte Pélagie, elle était comment cette salle? Quelle était l'atmosphère de cette salle? Une atmosphère très studieuse. Ça n'était pas le genre de salle qu'on ferait visiter à un ministre ou à la présidente du conseil régional en visite à l'ENS. J'ai le souvenir d'une salle petite, grise, avec des piles de feuilles partout, tout autour. On avait vraiment l'impression d'être dans un laboratoire littéraire, un laboratoire de paléographe, un lieu de travail autant que d'études. Mais justement, c'est ça qui était intéressant et stimulant, l'impression d'étudier sur le lieu même où se faisait la recherche. Et c'était finalement très précurseur, puisque cette idée de l'école normale supérieure, où on apprend, on forme à la recherche par la recherche, c'était déjà une réalité que pratiquait Pierre Petit-Mongin, ce n'est devenu un slogan que beaucoup plus tard. Mais déjà, cette salle Pélagie, puisqu'elle s'appelait ainsi, c'était un bel exemple de cette méthode pédagogique normalienne pratiquée par Pierre Petit-Mongin. En tant qu'élève, vous avez eu des rapports qui ont évolué avec Pierre Petit-Mongin, ou c'est en tant que caïman que vous avez trouvé d'autres formes de rapports? Ça a évolué parce que ma fonction et mon rôle évoluaient, donc la manière dont il me bordait évoluait aussi. Quand j'étais élève, le rapport avec lui, c'était celui d'une affection respectueuse et admirative. Ça paraît un peu bateau, mais c'était ça. Et de son côté, une infinie bonhomie, une affabilité jamais démentie. Quand je le croisais, il avait toujours un petit signe pour me saluer. Une fois même, voilà, c'est ça. Une fois, nous nous sommes croisés, c'était peut-être rue Saint-Jacques. J'allais vers la Sorbonne, lui revenait vers l'école, nous étions sur des trottoirs opposés, nos regards se sont croisés, il marchait les mains sur le ventre d'une manière très placide, et en me voyant, il m'a fait un petit signe comme ça. Et il a recroisé les mains. C'était quelqu'un de, encore une fois, très familier, très abordable, qui ne cherchait pas à mettre de distance entre les élèves et lui, mais cette distance, elle s'installait naturellement de notre côté à nous, tellement on le trouvait impressionnant. Une fois caïman, donc il m'a obligé à monter sur un piédestal pour me mettre à égalité avec lui, en le tutoyant, en l'appelant par son prénom. C'était à la fois très gratifiant et très difficile, comme je l'ai dit. Au bout d'un an, quand même, j'y suis arrivé. Et c'est là que j'ai découvert une autre facette de Pierre Petit-Mongin, c'est-à-dire une volonté de servir la bibliothèque, de servir la communauté des lecteurs et de mettre les caïmans au service de la bibliothèque et de ses lecteurs. C'est ce que j'avais appelé la méthode Petit-Mongin à l'usage des caïmans. Il repérait dans quel domaine
la bibliothèque n'avait pas de guide bibliographique pour les lecteurs. Bon, l'histoire médiévale. Après, il cherchait un caïman susceptible d'écrire ce guide. Et si jamais c'était un disciple qui avait suivi son cours, jeune caïman, c'était encore mieux. Donc, je me suis retrouvé dans le viseur de Pierre Petit-Mangin. Et au hasard de nos rencontres, à la bibliothèque ou dans un couloir, parce que tout était toujours fortuit, Pierre Petit-Mangin ne cherchait pas à brusquer les choses. Il attendait l'occasion avec une infinie patience, ça pouvait durer des mois, ça pouvait durer des années, mais il saisissait toujours l'occasion. Donc c'était toujours une rencontre fortuite, mais avec Pierre Petit-Mangin, les rencontres fortuites devenaient toujours tellement fructueuses qu'on finissait par se demander si elles étaient fortuites. Et donc, dans une rencontre, il commence par me faire observer que, à la bibliothèque, on n'a pas de guide bibliographique sur l'histoire médiévale. C'est bien dommage. Alors oui, évidemment, j'étais bien obligé d'en convenir. C'était une lacune extrêmement fâcheuse. Est-ce que tu ne pourrais pas... Alors évidemment, je lui disais, bah oui, ça serait bien, mais je suis très pris, j'ai le cours d'agrégation, j'ai ceci, j'ai cela, je suis en train de préparer ma thèse pour la publication. Et lui était toujours très très compréhensif, acquiesçait à toutes les excuses qu'on étalait devant lui. Ah oui, bien sûr, évidemment, vu comme ça. Bon. Et puis la fois suivante, il nous en reparlait, et ainsi de suite. Et puis chaque fois qu'il extorquait à une autre victime un guide bibliographique sur notre domaine, il ne manquait jamais de nous en envoyer un exemplaire, avec un petit mot très gentil à imiter, un bon exemple à suivre, pour information, voilà. Et il entretenait et il faisait monter progressivement en nous un sentiment de culpabilité jusqu'à ce qu'on craque et qu'on se mette au travail et qu'on s'attelle à ce fameux guide bibliographique dont la rédaction s'étalait sur quelques années. Mais enfin, il n'était pas pressé, il était très patient. Et alors il nous demandait évidemment des nouvelles de temps en temps. Ça n'avance pas vite parce qu'en ce moment j'ai ceci, j'ai cela. Oui, bien sûr, je comprends. Et ainsi de suite. Et puis, les années passant, on finissait un beau jour par lâcher le fameux guide bibliographique. Et Pierre Petit-Mangin était arrivé à ses fins. Et l'efficacité de Pierre Petit-Mangin était redoutable dans cette chasse au caïman parce que on ne pouvait pas deviner quelle volonté implacable au service de la bibliothèque se dissimulait derrière ce visage aimable et doux. Et quand on finissait par le comprendre, c'était trop tard, on était tombé dans le piège. Vous l'avez jamais fait, ce guide d'histoire? Je l'ai fait, si, il date de juin 2001. Et j'ai jamais eu le temps de le remettre à jour. Mais oui, je l'ai fait. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur votre recrutement au département d'histoire? Alors, mon recrutement au département d'histoire, ça a été une affaire de chance, parce que je suis tombé au bon moment. Le maître de conférence d'histoire médiévale, Jacques Verger, avait fini par terminer sa thèse d'État. Il avait été recruté comme professeur à l'université. Il avait quitté son poste. Et Françoise Autran, qui anticipait elle-même sa retraite à assez brève échéance, voulait s'assurer qu'après son départ, l'histoire politique serait toujours représentée au département d'histoire. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je terminais ma thèse. Donc elle m'avait dit, dépêchez-vous et présentez votre candidature à ce poste qui va se libérer. Donc évidemment, je me suis dépêché de terminer ma thèse. C'était un stimulant extraordinaire pour moi que cette perspective, même si rien n'était joué, de peut-être être recruté à l'école comme caïman. Et j'ai eu la chance d'être recruté. C'était en 1996. Je crois avoir lu dans votre préface de la thèse un petit mot sur les bibliothécaires. Oui, tout à fait. J'ai été aidé par les bibliothécaires. En fait, la bibliothèque, ça a été le lieu où j'ai fait toutes mes recherches, avant la thèse, après la thèse et depuis la thèse. C'est un instrument incomparable par sa richesse, toujours remise à jour, et puis par ce privilège extraordinaire qu'est le libre accès au rayon. Alors qui a son revers, évidemment, il faut bien former les lecteurs,
mais ça fait de la bibliothèque un instrument de travail qui n'a aucun équivalent à ma connaissance et qui permet de gagner énormément de temps. Et puis, on pouvait compter sur la bienveillance, l'aide du personnel de la bibliothèque, et c'est pourquoi dans la préface de ma thèse, quand elle a été publiée, j'ai cité le directeur Pierre Petit-Mangin et Madame Boulez. Pierre Petit-Mangin, bibliothécaire, et Marie-Claire Boulez, conservateur à la bibliothèque de l'École normale supérieure, ont interprété avec bienveillance la loi du temple dont ils ont la garde, nous permettant de faire main basse sur ces trésors pour passer loin de la capitale un fructueux été 1993. À cette époque-là, j'avais déjà terminé ma scolarité, j'étais allocataire moniteur normalien à Paris 4, et puis pendant l'été, je voulais avancer dans mes dépouillements en prévision de ma thèse, mais au calme, au loin, dans ma famille, en province, et comme j'étais archicube, je n'avais droit qu'à un certain nombre d'emprunts, 10 je crois, et c'était l'époque où j'étais encore dans le dépouillement des sources, dont certaines faisaient plusieurs volumes. Et Madame Boulez m'avait autorisé à en emporter des dizaines et des dizaines en comptant pour un titre les lettres de Louis XI, qui comptait 11 volumes, et d'autres sources qui étaient publiées en un grand nombre de volumes, et à chaque fois, elle ne comptait chaque source que pour un titre. Donc j'avais tenu dans la liste des 10 titres, alors que j'avais rempli mes valises des trésors de la bibliothèque. Donc j'ai pris grand soin que j'ai tous ramené, je tiens à le préciser. Mais je n'aurais pas pu préparer ma thèse dans d'aussi bonnes conditions sans cette bienveillance de la part de personnes qui avaient toutes les raisons de se montrer absolument intransigeantes sur des volumes qui tout de même dataient du XIXe siècle. La bibliothèque vous aide aussi fortement pour vos recherches actuelles ? Oui, alors mes recherches actuelles, maintenant que je suis directeur des études, elles sont un peu en stand-by. Je n'ai pas beaucoup de temps pour les faire. Mais enfin, quand j'y arrive, la bibliothèque m'aide à la fois par ses volumes papier et par les ressources en ligne qu'elle permet, qui permet de démultiplier l'accessibilité aux ouvrages dont on a besoin. Mais ces dernières ne peuvent pas remplacer les premières de toute façon. Ça, il faut bien y insister. C'est un avantage supplémentaire, mais ça ne se substitue pas au fond matériel. Et ça, c'est un des dangers qui guettent les bibliothécaires aujourd'hui, le mirage des humanités numériques, de la dématérialisation. C'est une très grande chance parce que ça ouvre, finalement, la vraie bibliothèque infinie de Borges, elle est là. Ça ouvre de manière très large le champ des possibles, mais ça ne peut pas remplacer le fond matériel. Parce que, d'une part, c'est soumis à la pérennité des abonnements, à ces bouquets numériques, puisque c'est ça en réalité. D'autre part, la numérisation n'est pas toujours de très bonne qualité, notamment pour des illustrations, des reproductions d'illustrations. Donc, on ne peut pas se passer du fond matériel par le fond dématérialisé. Et puis, quitte à passer pour un farfelu, il y a toujours une question que je pose, que personne ne se pose et qui pourtant me paraît fondamentale. Le jour où on n'a plus d'électricité, on fait quoi ? Avec une arrogance infinie, on postule que l'électricité, on en aura toujours et de manière continue. Rien n'est moins sûr. Juste un mot sur les canulars dont la bibliothèque a été l'objet. Parce que malgré sa majesté et son côté intimidant, elle a toujours fait l'objet des canulars parmi les normaliens. Oui. Alors, est-ce que vous étiez témoin oculaire de quelques canulars, ou même acteur ? Acteur, non. Même maintenant que la prescription de 30 ans est passée, je persiste à dire que je n'y suis pour rien, que je ne sais même pas qui a fait ça. Mais il y a un canular dont j'ai été témoin à l'époque et qui était une manière, à travers cette tradition du canular, de rendre hommage à Pierre Petit-Mangin.
c'est le fameux épisode de la girafe, puisque c'est comme ça qu'on ça s'appelle, ce grand escabeau qui permet d'accéder au rayonnage supérieur dans les salles de la bibliothèque, surtout dans la salle historique. La girafe, avec des complicités évidentes, mais qui n'ont jamais été élucidées, avait réussi à sortir de la bibliothèque et à se retrouver au bord du bassin aux Ernest, avec une affiche qu'il avait rebaptisée « Plongeoir Pierre Petit-Mangin ». Donc c'était la belle saison, on n'avait plus qu'à monter en haut de la girafe et à plonger au milieu des Ernest. Et alors il est évident que ça c'est un canular d'élèves, mais qui n'a pu se réaliser qu'avec la complicité des personnels de la bibliothèque. Une girafe ne s'échappe pas comme ça de son enclos. Pour terminer ce moment extraordinaire, et un mot pour définir vos années d'études. Je dirais chance. C'est le mot qui me vient maintenant à l'esprit. C'était une chance extraordinaire pour un provincial venant d'une petite cagne qui plaçait un candidat tous les 2 ans, je suis tombé la bonne année, d'entrer à l'école. Une chance extraordinaire de connaître ce lieu à un moment où on nous donnait beaucoup et où on nous demandait peu. Et là, c'est le directeur des études qui parle. Je ne suis pas sûr que les normaliens d'aujourd'hui aient la même chance. Si on les compare à leurs camarades des universités, oui, ils ont une chance infinie, extraordinaire. Si on les compare aux normaliens d'il y a quelques décennies, les évolutions n'ont pas forcément été positives, mais c'est un constat général, je pense, qui ne tient pas seulement à l'ENS ni à l'enseignement supérieur. C'était une chance extraordinaire d'être payé pour faire les études qu'on aimait, pour se livrer à sa passion. Une chance extraordinaire d'avoir des professeurs exceptionnels qui étaient de grands chercheurs, des savants, et en même temps très ouverts, très accessibles, d'avoir cet instrument incomparable qu'était la bibliothèque. On a une chance folle. Un mot pour définir Pierre Petit-Mangin. En un seul mot, normal, avec une majuscule et un E à la fin. Parce que, comme je l'ai dit, Pierre Petit-Mangin, pour moi, c'était l'école littéraire. Un mot pour la bibliothèque. Si j'ai droit à un nom propre, je dirais Borges. Pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Dans l'œuvre de Borges, il y a ce fantasme de la bibliothèque infinie, de la bibliothèque totale, et c'est tout à fait l'impression que j'ai ressentie quand je me suis retrouvé au beau milieu des centaines de milliers de volumes de la bibliothèque de l'ENS. C'est un mythe littéraire qui prenait corps autour de moi. Votre lieu préféré à l'ENS? La bibliothèque. Ça peut paraître une réponse un peu obligée, mais c'est vraiment le cœur palpitant de l'école. Malheureusement, j'ai peu l'occasion de m'y rendre. Ça peut paraître paradoxal pour un caïman, mais quand j'y vais, je retrouve toujours ces impressions que j'avais déjà comme élève. C'est une jubilation. Si je n'avais pas dit Borges pour la bibliothèque, j'aurais dit jubilation. C'est un moment extraordinaire que de passer quelques heures dans ces rayons au milieu de cette bibliothèque où on arrive toujours à faire des découvertes, encore maintenant. Et en particulier, j'ai été pendant 13 ans membre du jury de la sélection internationale et on devait chercher des sujets pour mesure en fonction des thèmes de recherche des candidats. Et donc il fallait chercher des extraits de textes et je descendais à la bibliothèque. Et ça n'était pas forcément des médiévistes. Et sur tous les sujets, sur toutes les périodes, je cherchais qu'est-ce que je pouvais trouver comme texte. Et je découvrais des choses dont je n'avais pas idée, des perles. C'était le meilleur moment de la préparation du concours et un de mes meilleurs moments dans l'année universitaire. Votre moment préféré de votre parcours? Ça, c'est la deuxième question sur laquelle j'ai séché. Un moment en particulier, honnêtement, je ne saurais pas dire. Parce que les grands moments
du parcours, les moments importants, comme l'entrée à l'ENS, c'était aussi des grands moments de stress et d'angoisse qui étaient difficiles à vivre sur le moment. Donc dire que c'était le meilleur moment, ça me paraîtrait malhonnête. Si on accepte une version du moment dans le temps long, je dirais que mon meilleur moment dans mon parcours, par grand bonheur, c'est celui qui occupe le plus de place dans ce parcours, c'est mon Caïmana, avec toutes ses facettes, avec son évolution. C'est là encore, comme je le disais pour mes études, une très grande chance que je savoure encore aujourd'hui et que je mesure encore aujourd'hui. Et si vous deviez poser une seule question à Pierre Petit-Montjean, laquelle lui poseriez-vous? Alors, après avoir effectué une sélection serrée, la question que je lui poserai, parce que je n'y ai toujours pas de réponse, je l'avais déjà posée dans un petit discours que j'avais prononcé en 2002 à l'occasion de son départ de la bibliothèque, parce que la cérémonie n'avait eu lieu que l'année suivante. Pierre, j'aimerais savoir si c'est par humilité que tu as quitté la direction de la bibliothèque au bout de 37 ans, c'est-à-dire une année seulement, avant d'égaler le record du grand Lucien R, ton prédécesseur mythique, record qui du coup tient toujours et qui, vu l'évolution de la direction de la bibliothèque, qui est maintenant aux mains de professionnels du corps des conservateurs, est voué à mon avis à tenir pour les siècles des siècles.